De toute façon, c'est l'Europe qui a poussé Poutine à ne pas y aller, en menaçant Poutine. Poutine leur a répondu, il a dit, on ne parle pas à la Russie de cette manière-là. Et ça, c'est pratiquement Macron qui s'adressait. Il ne peut pas se permettre de dire, d'affirmer ce qu'il dit là. Et au début des pourparlers, il n'est pas nécessaire que le président Vladimir Poutine vienne se rencontrer avec lui. Les techniciens, les diplomates font d'abord leur boulot, donc avancent dans les négociations, dans les pourparlers, et les présidents viendront à la fin pour pouvoir apposer leur signature. Ça, c'est comme ça que ça se passe logiquement. Maintenant, affirmer que Poutine a peur de lui, je pense que c'est un peu osé. Arriver à faire une affirmation comme ça, qui n'a ni tête ni queue, qui n'est soutenue par aucun argument. Bonsoir chers auditrices et chers auditeurs de la radio Bakambi. Bonsoir parce que vous êtes chez vous et que vous nous écoutez, il est tard, ou alors c'est le début de la soirée, ou tout simplement bonjour si vous venez de vous lever ou vous êtes en train de passer votre journée et comme tout le monde, vous êtes actif ou pas actif, en tout cas vous nous écoutez, c'est aussi une forme d'activité. Merci pour faire travailler vos méninges et comprendre ce que nous analysons, ou plutôt que vous pensez comme nous. Si vous pensez comme nous, merci, sinon si ce que nous vous disons n'est pas dans votre ligne, vous pouvez nous contacter, nous dire ce qui ne vous a pas plu dans notre analyse. On vous remercie beaucoup. Vous avez aujourd'hui le plaisir et la joie d'avoir M. Kayus Ebelebe, l'animateur de la radio Bakambi, en compagnie. Je serai en compagnie de M. Grégoire Gaïno. M. Gaïno, bonsoir. Bonsoir, M. Kayus. Bonsoir, Mme Sabine. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Sosen, qui n'est pas encore là. Si, il est déjà là. Oui, et bonsoir les auditeurs, bienvenue sur la radio Bakambi. Merci beaucoup, vous l'avez dit, M. Mian-Malade est aussi là. M. Mian-Malade, bonsoir. M. Mian-Malade, votre micro, s'il vous plaît. M. Mian-Malade, le micro. Bonsoir, M. Kayus Ebelebe. Bonsoir à mes co-débattrices et co-débatteurs. Et bonsoir à nos chers amis, auditrices et auditeurs de la grande et historique radio Bakambi. Merci pour l'émission. Merci beaucoup. Nous avons été rejoints par Mme Opou. Mme Opou, je vous dis bonsoir et merci d'être venue. On était un peu inquiets, on a cru que la reine avait pris des congés. Mme Opou, bonsoir. Bonsoir, au fait, je viens juste de rentrer, je viens de Suisse, au fait. D'accord. Écoutez, bonsoir. Merci d'être venu. Vous avez mis du chocolat suisse. On aura un peu de ce goût de chocolat. Bonsoir à vous. Nous sommes en plein début de l'émission, donc je vous dis bonsoir. Ok. Très bien. Bonsoir. Bonsoir, Kayus. Bonsoir, en tout cas. Bon, je suis contente d'être là déjà. Voilà. On se retrouve encore une fois pour le bonheur de tous. Merci beaucoup. À vos côtés, nous avons monsieur Patrick Ndian. Monsieur Ndian, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kayus Ebelebe. Bonsoir, chère co-débattrice, chers co-débatteurs. Bonsoir à nos auditeurs et à nos auditrices de la grande et historique radio Bakambi, la seule et unique radio de la diaspora, surtout en Europe, qui développe les débats contradictoires, car c'est du débat contradictoire que jaillit la lumière. Il y a du progrès. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on aura beaucoup de débats. Et en votre compagnie, nous avons la dernière, mais la première, celle qui est arrivée parmi tout le monde qui était là, qui a couru vite, se faire à manger. Madame Miaka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kayus. Bonsoir à tous mes co-débatteurs. Et bonsoir à la reine, pour qui j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle avait été kidnappée. Et bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices. Bienvenue sur la radio Bakambi. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je ne me suis pas trompé, j'ai bien présenté M. Gaïno, parce que son micro étant coupé, j'ai l'impression que j'ai dû l'oublier avant qu'il ne m'accuse de le censurer. M. Gaïno, je vous ai bien présenté. Hein? Oui.
Oui, non, c'est déjà fait, c'est déjà fait. D'accord, merci beaucoup. On va commencer par Sabine. On va parler de ce qui se passe un peu dans l'AES. Mais avant, on va faire une petite bifurcation aux États-Unis, et en Russie, et puis en Turquie, et puis en Ukraine. Mais tout se passe en Turquie. Vous avez entendu cette déclaration de Donald Trump qui a dit « Rien ne se fera sans ma présence, ni la présence de M. Poutine ». Et puis vous avez eu ce commentaire un peu triste de la part de M. Zelensky qui avait dit « Je serai prêt à retrouver M. Poutine jeudi en Turquie ». Évidemment, M. Poutine ne le considère pas, M. Zelensky, comme un interlocuteur de son niveau, donc il n'est pas venu. Et puis ce matin, on apprend que M. Zelensky a fait un commentaire de trop, où il a dit que Poutine a eu peur de venir le rencontrer en Russie. En fait, en gros, il regrette que Poutine ait eu peur de le rencontrer. Qu'est-ce que, pour vous, ça vous fait dire, sachant que la délégation russe a, sur le coup, suspendu les négociations pour consultation? Merci, M. Ebelebe. Bon, la guerre en Ukraine, les démarches, négociations pour trouver une voie de paix, pour moi, il y a deux fronts. Il y a le front occidental avec l'Europe et tout ça, qui, pour moi, qui ne joue pas franchement le jeu. Je pense que de la même manière qu'ils ont dupé la Russie par la signature du traité de Minsk et qu'ils n'ont pas respecté, et c'est de la même manière ils veulent continuer à duper la Russie. Je pense qu'ils ne veulent pas en réalité l'arrêt de cette guerre. J'ai entendu Monsieur Thierry Mariani, c'est un député du Front National, il disait que c'est bizarre que dans cette histoire, que l'Europe se positionne qui est telle que on a l'impression qu'ils veulent pas la paix. L'Europe, l'Union européenne, au temps du Covid, ils se sont trouvés des compétences comme ça. Tout à coup, ils se sont trouvés des compétences à être, à fabriquer, à financer à fabriquer, pardon, les vaccins pour le Covid. Ils se sont trouvés des compétences au niveau médical. C'est eux qui avaient fabriqué, subventionné, et du coup, c'est eux qui recueillaient les bénéfices du vaccin du Covid. Et la même Union européenne, bizarrement, cette guerre-là, ils partent de cette guerre-là pour nous parler de construire une armée européenne pour essayer de nous défendre. Mais dans toute cette histoire, on a l'impression que l'Europe est en train de tout faire pour faire perdurer la guerre, parce qu'en réalité, ils ont des profits à tirer là-dedans. Et Zelensky n'est qu'une marionnette, en fait. Et ils veulent pousser Poutine dans ses retranchements, en fait. Quand il dit il a eu peur, il sait très bien que Poutine ne peut pas avoir peur de lui. Mais il le fait. Il est dans un jeu, dans une danse, dans une situation qui est telle qu'il veut pousser Poutine au retranchement pour que cette guerre-là ne trouve pas d'issue pacifique. Ah oui, vous avez fini? Oui, j'ai fini. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Gaïno, politologue, c'est une maladresse de la part de Zelensky, une fois de plus, parce qu'il a quand même défié Poutine depuis près de 3 ans. La guerre continue, depuis plus de 3 ans, 3 ans, pratiquement. Et il continue, même là où il faut négocier et essayer de temporiser. Il a agressé monsieur Trump à la Maison-Blanche, et Trump ne l'a pas raté. Et là, en pleine négociation, il dit d'abord que ces négociateurs sont de petits niveaux, ça aurait dû se faire au grand niveau, lui, Poutine. Mais Poutine se compare ou se dit égal à égal, c'est une puissance, il se considère comme étant l'équivalent des États-Unis, de la Chine, même de l'Inde, mais pas de l'Ukraine. À ce niveau-là, Zelensky a-t-il été maladroit, une fois de plus? Maladroit, je ne sais pas, mais mal conseillé, je dirais oui. Parce qu'il faut savoir que Trump ne pouvait pas venir parce qu'il s'entend très bien avec Poutine, ils se sont quand même téléphonés, ils se sont dit des choses. Et il savait que Poutine n'allait pas venir, parce que Poutine a toujours dit que Zelensky, pour lui, c'est pas un président légitime pour aller négocier avec lui. Ça, c'est ce qu'il a toujours dit et répété. Et malheureusement, Zelensky qui se donne les ailes parce qu'il croit que l'Europe est véritablement derrière lui, parce que l'Europe a menacé des sanctions économiques,
l'Europe continue à lui fournir les armes, mais les séries de renseignements, les renseignements sont fournis par les Américains. Donc, de ce côté-là, il oublie aussi que M. Trump, c'est un commerçant. Il a signé son accord pour l'exploitation des minéraux, pour ceci, pour cela. Et de l'autre côté aussi, Trump ne veut pas que Poutine perd complètement, parce que tout ce qu'il a eu aussi, c'est grâce à Poutine. Donc, il faut comprendre que, là où je dis il a été maladroit, mal conseillé, parce que s'il était bien conseillé, je pense que ce qu'il allait faire, c'était de se rassurer, sachant que Poutine ne viendra pas, il aurait dû aussi rester, envoyer une délégation. Il n'est pas obligé d'être là, puisque, étant donné que lui, il est le président, et que Poutine le présente, Poutine dit je ne viens pas, ben, toi tu ne pars pas, pourquoi il est parti? Il savait que Poutine n'allait pas venir. De toute façon, c'est l'Europe qui a poussé Poutine à ne pas y aller, en menaçant Poutine. Poutine leur a répondu, il a dit, on ne parle pas à la Russie de cette manière-là. Et ça, c'est pratiquement Macron qui s'adressait. Bon, aujourd'hui, l'Europe, regarde, elle peut faire quoi? Si on prend des mesures, il y a des mesures qui ont déjà été prises, mais la Russie a toujours résisté, on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Miambalat, la Russie puissance, la Russie grand maître, seigneur, c'est lui qui a désormais la carte, Poutine en tout cas, il démontre au monde qu'il n'a pas peur des menaces de l'Union européenne. M. Gagnon vient de le dire, et les autres aussi l'ont pointé du doigt en soulignant que c'était... Comment il a pu prendre l'avion, M. Zelensky, en pensant qu'il allait emmener dans son piège M. Poutine, alors que il aurait bien vu comprendre que M. Poutine ne veut pas le rencontrer et ne le rencontrera pratiquement jamais, sauf si les termes de la négociation vont en faveur de la Russie. Est-ce que l'Union européenne, qui pour vous n'a pas perdu sa face dans cette négociation qui désormais se joue entre les grandes puissances et l'Union européenne n'est pas une puissance, en tout cas pas militaire. Mais jusque-là, l'Union européenne joue le dindon de la farce. Et puis récemment, Zelensky s'est encore une fois de plus pris le pied dans le tapis. En allant là, il croyait vraiment, après tout ce qu'il a dit à Poutine il y a 3 ans, depuis le début de la guerre, tout ce qu'il a remis sur lui, et maintenant là, c'est lui le premier à vouloir courir à Ankara ou Istanbul pour s'asseoir, mais c'était même pas un rêve. Donc, je disais, il s'est pris dans le tapis, il fait conneries et il sort de là toujours avec l'arrogance. On négocie pas comme ça. À un moment, lui, il tient à la guerre, mais il compte sur le dindon de la farce de l'Union européenne et en tête la France, qui est en train de vouloir jouer le va-tout. Alors que Poutine est patient parce que c'est une guerre de l'usure. Il joue sur l'usure. Poutine sait que les gouvernements européens se renouvellent, mais lui, il est là pour la durée. Pour lui, c'est une course de fond. Or, les autres sont sur les 100 mètres, 200 mètres. Et toi, la limite, parce que toujours accrocheur, toujours je mets pas toujours permis, mais... Monsieur Poutine, le président Poutine, pour lui, il joue une course de fond. Donc, lui, c'est pas une course de vitesse. Alors que l'Union européenne est dans la vitesse. Et ils confondent à un moment la vitesse à la précipitation. Donc, ils vont tellement vite que, pour eux, c'est 100 mètres. Mais or, lui, il a le temps. Eux, ils jouent avec les élections. La classe politique se renouvelle. Mais en Russie, elle est stable. Poutine est là peut-être jusqu'en 2036, alors que pour certains, c'est 2027, 2028, en tout cas, tous après Poutine. Poutine sera encore là. Donc la guerre, pour lui, il peut encore la gérer, malgré les sanctions. On voit bien que les sanctions ont plutôt même enrichi la Russie. Donc je trouve que c'est vraiment question du temps, une course de fond pour Poutine. Et il joue bien sa carte. Il tient la bourse. Et bon, Trump aussi, après, il va s'enlacer, il n'a que 4 ans. Donc, au bout de la 2e année, il dira, bon, il jette le ponge et puis il va prendre d'autres décisions. Il tirera l'épingle du jeu. L'épingle du jeu, donc il verra. Mais le combat encore là, avec le retour, je dirais, de Erdogan, à ne pas négliger. Son retour est aussi à tenir en ligne de compte. Erdogan
il tient aussi les cartes parce qu'il s'entend avec pratiquement tout le monde. Donc, il peut jouer le Zidane des négociations. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Mamalat. Madame Opou, vous êtes aussi attentif à ce qui se passe entre la Russie et puis l'Ukraine en Turquie. On a ce match et on a celui qui, quelque part, je ne dis pas qu'il a gagné la guerre, mais qui a fait comprendre aux Européens que, unis avec le soutien que vous apportez inconditionnel à Zelensky, la Russie, elle est quand même sortie forte et elle est plus renforcée que jamais. Elle est dans son statut de puissance équivalente aux États-Unis, à la Chine. En tout cas, c'est les trois premiers, c'est les trois premières puissances qui apparaissent. Est-ce que l'Union européenne qui se bat n'est pas en train plutôt de vouloir récolter les miettes en sachant que c'est plutôt ça qu'elle va finir par avoir? Mais c'est exactement cela et c'est vraiment dommage. Parce qu'on a l'impression que en Occident, les vies ne comptent pas. Pour moi, Zelensky, c'est un comédien. Vous savez, l'habitude est une seconde nature. On dit président de quoi finalement? C'est un comédien. C'est pour cela qu'il passe son temps à provoquer, c'est un petit provocateur. Il sait qu'il est faible, lui. Malgré tout, comment on appelle ça déjà, toutes les armes qu'on lui donne, d'ailleurs, il s'enrichit. Hein? Entre-temps, on a vu ce problème-là, on ne sait pas où est passé l'argent. Finalement, c'est devenu un commerce. Alors, si c'est un président de la République qui ne tient même pas en compte la vie de ses concitoyens, attends, quand on est président de la République, je crois que le premier, le plus grand souci qu'il devait avoir, c'est préserver la vie de ceux-là, hein, qu'il gère. Mais non, c'est pas ça. Il gesticule. Un président responsable ne peut pas faire des gesticulations qu'il fait. Tout le monde sait que la Russie est en position de force. Et aujourd'hui, la personne qui pouvait aller effectivement pour les négociations, c'est la Russie, parce qu'on négocie quand on est en position de force. Mais lui, avec les Occidentaux qui le soutiennent, il gesticule parce qu'ils sont en position de faiblesse. En fait, s'ils viennent négocier en position de faiblesse, ils vont tout perdre. Ils s'imaginent qu'ils peuvent y arriver avec les condamnations, les je ne sais pas quoi, les quoi? Les menaces. Ils font quoi là? Les menaces. Et puis ils bloquent, je ne sais pas quoi, comme ils ont fait à Cuba, au fait. Aujourd'hui, le blocus de Cuba dure depuis les années 59 aujourd'hui. Mais Cuba a démontré que leur blocus ne vaut absolument rien. Et Cuba, par rapport à la Russie, c'est un petit pays. Un grand pays et une force comme la Russie, ils vont menacer la Russie de blocus. Qu'est-ce que leur blocus peut faire? Hein? La preuve, quand j'écoute même ceux qui... les Français... Ils viennent discuter de ce problème. Ils disent très bien, mais ils rigolent. Le blocus qu'ils font à la Russie, ce sont eux-mêmes qui payent les frais de ce blocus-là. Donc, quelque part, il y a des gesticulations qui ne tiennent plus la route. Hein? Il faut sauver les vies humaines et arrêter cette guerre qui ne sert à rien. Ils resteront toujours en position de faiblesse. S'ils s'imaginent que demain, ils seront plus forts pour négocier avec la Russie, ou avec Poutine, ça ne viendra pas. Poutine est en position de force et ils le savent. Et tout le monde le dit. Hein? Même si leurs médias veulent nous dire le contraire. Merci. Monsieur Dion, vous avez écouté tout le monde. La Russie, puissance, la Russie, Poutine, comment dire, il a un allié très fort qui est l'Amérique, qui a donné le dos à l'Europe. En tout cas, nous, on vous a beaucoup aidé. Non, montrez-nous que vous êtes capable vous-même. Et la Russie a compris qu'il y a une faille là à exploiter. Et ils sont partis en Turquie. La Turquie, d'ailleurs, est assez observée. On en parlera tout à l'heure. Quand vous écoutez M. Zelensky, vous voyez quelqu'un qui pense vraiment qu'il peut gagner alors qu'il a perdu sur le plan militaire. Est-ce que vous pensez que sur le plan diplomatique, il peut gagner ce qu'il a perdu sur le plan militaire? Monsieur Ndion? Alors, moi, personnellement, je pense que c'est une pièce de théâtre qui est en train de jouer dans un rôle bien précis, Monsieur le Président Zelensky. Il ne peut pas se permettre d'affirmer ce qu'il dit là. Et au début des pourparlers, il n'est pas nécessaire que le président Vladimir Poutine vienne se rencontrer avec lui.
les techniciens, les diplomates font d'abord leur boulot, donc avance dans les négociations, dans les pourparlers, et les présidents viendront à la fin pour pouvoir apposer leur signature. Ça, c'est comme ça que ça se passe logiquement. Maintenant, affirmer que Poutine a peur de lui, je pense que c'est un peu osé. Arriver à faire une affirmation comme ça, qui n'a ni tête ni queue, qui n'est soutenue par aucun argument. Je pense qu'il faut être sérieux. M. Vladimir Poutine n'a pas peur de M. Zelensky, et M. Zelensky fait du théâtre. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Vous avez fini, hein, M. Ndian. Je vais vous poser l'autre question de l'envers de l'autre action qui émerge. Vous savez, il y a beaucoup de leaders africains, de présidents. Le leadership peut être bon ou mauvais, peu importe comment on le définit. Mais ils ont ce côté de pouvoir avoir chez eux des formes d'opposants qu'ils enferment, qu'ils bloquent, qu'ils mettent en prison. Mais à l'extérieur, ce sont des apôtres de la paix. Et M. Erdogan apparaît comme l'un d'eux. Est-ce que ce n'est pas assez... Je parlais avec des collègues turcs qui m'ont dit, mais vous imaginez un peu, il est en train de régler le problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il demande qu'il y ait la paix, alors que chez lui, il y a des émeutes, il y a un opposant qui a été mis en prison sur des accusations farfelues. Dans quelle position peut se placer M. Erdogan? Comment peut-il être un apôtre de la paix quand chez lui-même ça brûle, mais qu'il fait tout pour que ça soit étouffé? Mais il n'est pas le seul dans la situation, M. Caius. Je pense que la majorité même des pays du monde se trouvent toujours dans des situations bicéphales comme ça. C'est-à-dire que chaque président, chez lui, il n'y a pas la paix, ou chez lui, un semblant de paix, il y a tel problème, qu'il n'arrive pas à résoudre, mais il est très attentif, il est très, actif, mais à l'extérieur, sur le plan international, il est très actif. C'est une situation qui est globale. Regarde le président Emmanuel Macron. Est-ce que c'est l'homme qui manque ici en France? Mais regarde, ici en France, il joue d'aucune empathie. Le taux quand on fait les sondages ici pour sonder le peuple français sur la crédibilité, sur la confiance qu'ils ont vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il est très bas. Moins de la moitié de la population française a encore confiance en Emmanuel Macron. Mais autant, regarde, toutes les gesticulations politiques qu'il est en train de faire sur le plan européen, comme quelqu'un qui cherche la paix, alors qu'en fait, c'est un va-t-en-guerre. Voilà. Et si tu prends les États-Unis d'Amérique, si tu prends la Chine, c'est la même chose. C'est-à-dire sur le plan local, sur le plan national, il y a des problèmes, mais cela n'empêche pas du tout que sur le plan international, on puisse chercher à obtenir la paix. Donc, c'est pas une particularité de la Turquie, une particularité aussi africaine. Chacun apporte sa contribution là où il peut l'apporter, tant bien même que cela peut paraître un peu contradictoire par rapport à leur situation locale, à leur situation nationale. Voilà. Merci. Madame Bopou, les paradoxes existent et les paradoxes permettent d'expliquer souvent beaucoup de choses dont on n'a pas la maîtrise. Un père de famille gentil à l'extérieur, méchant dans son foyer, est-ce que c'est compréhensible pour les enfants? Est-ce que les enfants peuvent comprendre quand ils voient leur père dehors et ils disent que votre père est gentil, mais ils disent mais nous on a un monstre à la maison? C'est un peu ça, hein, les présidents qui sont apôtres de la paix à l'extérieur, mais chez eux c'est des gens, je ne veux pas dire le mot, on va dire qu'ils ont un bras de fer. Et Erdogan apparaît comme celui-là. Ah, c'est pas pour vous, Madame Bopou, c'était pour M. Ndian qui a fini avant. Madame Bopou? Tu as bien pris l'exemple, hein? Oui. Tu as bien pris l'exemple du père de la maison, mais ça c'est bien dit au fait. Comment dire ça déjà? Oui, je reviens encore aux hommes, hein? C'est votre manière d'être au fait. Vous ne voyez pas le feu qui est chez vous, mais vous allez éteindre, sûrement si vous pouvez encore éteindre le feu qui est chez l'autre, c'est encore, ce serait très bien. Mais au fait, vous n'éteignez même pas le feu. Comment est-ce que les gens qui ne peuvent pas faire la paix chez eux peuvent faire la paix à l'extérieur? C'est pas possible. Comment on appelle ça déjà? Ça, c'est des manigances qu'ils font. Eux, là, l'Union européenne qui va chercher Erdogan là-bas, ils ne savent pas ce qu'il est? Pourquoi ils vont le chercher? Qu'est-ce qu'il peut apporter qu'il n'arrive pas à apporter chez lui? Qu'est-ce qu'il peut apporter pour les autres? Mais puisqu'ils font avec tout le monde, c'est peut-être aussi eux, parce que quand ils sont là aussi, hein, ils ont le même cerveau, hein, ils sont tous pareils, tous. Hein.
qu'on parle du président Macron, qu'on parle de celui d'Angleterre, qu'on parle... Mais attendez, quand Poutine et Zelensky se sont mis d'accord pour signer les accords, qui est parti voir Zelensky pour dire qu'il ne faut pas... Hein? Il faut pas accepter ça. C'est qui? C'est pas celui d'Angleterre? Hein? C'est quoi là? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ça, c'est vraiment... c'est un comportement à ce niveau-là qu'on ne comprend pas. Est-ce que ces dirigeants qui sont à la tête des États dans le monde, est-ce que leur cerveau ne tourne pas à l'envers? Enfin, c'est juste une question que je me pose. Hein? Parce que même si nous arrivons là, ben, c'est sûr que nous ferons aussi la même chose. Peut-être qu'on ne connaît pas les réalités, parce qu'il y a ce qu'on appelle réalité sur le terrain. Nous nous exprimons à l'extérieur. Mais quand on est à l'intérieur, quand on voit comment les choses se passent, eh bien, ma foi, en ce moment-là, on pourra avoir d'autres manières de pouvoir comprendre ce qui est. Voilà, parce que comment est-ce que celui qui est incapable d'éteindre le feu chez lui-même, là où la maison brûle, peut aller secourir l'autre? Comment est-ce possible? En tout cas, ça, c'est la politique. C'est pour cela que je dis toujours, quand nous allons en politique, il faut être formé politiquement. Mais quand je parle de formation, on dirait qu'on ne me comprend pas. Je dis qu'il y a plusieurs types de formation. On peut se former pour un métier. Quand on est mécanicien, le métier, c'est mécanicien. Mais ce n'est pas parce que tu es mécanicien que tu sais faire la politique. La politique, c'est d'autres dimensions. Et quand on arrive effectivement dans ces dimensions-là, les choses se font autrement. Voilà un peu... Mais Madame Opou, j'aimerais réagir en une minute. Madame Opou, c'est très bien ce que vous dites. Mais je me permets quand même de faire une observation en disant que ici sur la planète Terre, sur nos 4-5 continents-là, il n'y a aucun être humain, femme ou homme, parfait. Ça n'existe pas. Qui n'a pas de péché, qui n'a pas d'insuffisance, qui a la science infuse, ça n'existe pas, sauf le bon Dieu lui-même. Mais c'est pas parce qu'on est imparfait, qu'on a des péchés de gauche à droite, qu'on peut pas se permettre de pouvoir tendre la main pour rechercher la paix, pour rechercher à trouver une solution. Même s'il y a des problèmes chez soi, à l'instant T, qu'on n'a pas trouvé de solution, mais peut-être à l'instant T plus 1, T plus 2, on trouvera la solution. Aucun être humain n'est parfait. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse, quand il y a un problème, tenter de trouver une solution. Voilà ce que moi je peux dire là-dessus. Mais quelqu'un qui n'est pas crédible, comment peut-on croire à sa crédibilité? Oui, Gabriel, je comprends. Je comprends bien ce que tu dis. C'est philosophique. Mais pour aller balayer chez l'autre, on balaie d'abord devant sa propre porte. Mais sinon, tu vas ramener toute la saleté chez toi. Non. Non, non, non. Mais on te consulte pour trouver une solution. Tu ne vas pas refuser, Madame Opou. On l'a consulté. Poutine l'a consulté. Oui, d'accord. Je comprends. Même que... D'accord. Madame Opou et Monsieur Ndion, merci. Il faut que je fasse part du... Caius, juste un tout petit peu. Je voulais juste dire, je n'accuse pas celui qu'on a consulté. J'accuse ceux qui consultent. Comment peuvent-ils venir consulter quelqu'un qu'ils savent, les personnes dont ils savent que ces personnes-là chez eux n'arrivent pas à faire la paix chez eux? Pourquoi ils viennent les consulter? Venir les consulter, c'est aussi les encourager à continuer dans ce qu'ils font. Ce sont ceux-là, ce sont les Occidentaux-là que je condamne. C'est pas celui qu'ils ont consulté. Donc on va consulter un soulard chez lui, il est connu comme alcoolique, pour lui dire viens consulter, viens conseiller les alcooliques chez moi. Exactement. C'est ça. Non, je pense que bon, on va écouter M. Mbembalad qui n'a pas parlé, ni Mme Niaka et M. Gaïno. Vos exemples sont microscopiques alors que le problème est macroscopique. D'accord, est-ce qu'on peut... Vous ne pouvez pas comparer le comportement des individus ou des familles sur le plan strictement microscopique au comportement macroscopique d'un État. On ne peut pas comparer le comportement d'un État, d'un gouvernement, avec le comportement d'un individu. D'accord. Monsieur Ndiaye, on va écouter les autres, s'il vous plaît. Merci. Et puis, on reviendra vers vous. Je voudrais prendre Mme Niaka d'abord, et puis après, M. Sostel. Mme Niaka, aux États-Unis, en tout cas en Angleterre, nous, on a vu le Premier ministre français aller... Donnez-nous la... Pardon? Ouais, mais ça fait un bon moment qu'on attend. Hein. Je viens de dire, je donne la parole, je passe par Mme Niaka d'abord, donc je vous ai dit après, vous n'avez pas entendu. Mme Niaka, je pose la question. Aux États-Unis et en Angleterre, dans les pays anglophones, voir un Premier ministre aller s'expliquer pour une affaire
de viol et de tout le reste, avec un soupçon qui pèse sur lui, sa crédibilité étant mise en cause en Angleterre, en tout cas, il aurait démissionné. Il n'y a qu'en France où on voit des ministres mis en examen, soupçonnés de trafic d'influence et tout ce qui va avec, rester en place. Ce que je veux dire, c'est que la crédibilité d'un homme de paix, un homme qui va faire la paix ailleurs, il faut qu'il soit un bon exemple chez lui. On ne peut pas avoir des prisonniers politiques, interdire les mouvements politiques, arrêter les gens et aller donner de la leçon à Poutine ou à Zelensky. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Monsieur Ndian dit, on peut être imparfait, mais on peut servir de bon exemple, on peut trouver des solutions pour la paix. Est-ce que quelqu'un ne doit pas être crédible pour ce qu'il peut, dans les conseils qu'il doit donner? Madame Yeka. Merci beaucoup, monsieur Ebelebe. Bon, pour moi, très sincèrement, là, on est dans le domaine politique. Oui. Et on peut pas, dans le domaine politique, il y a deux faces. Il y a la face interne, donc qui est nationale, celle que tu donnes, et la face internationale. C'est la face internationale, la face que tu donnes, les personnes avec qui tu traites, c'est eux par rapport à leur principe de gouvernement ou leur principe de vie qui peuvent dire, telle personne est comme ça, je ne vais pas traiter avec. Mais sinon, en politique, ça ne me choque pas. En politique, ça ne me choque pas parce que c'est comme si on disait il faut que le médecin lui-même, comment le médecin qui soigne, il n'est pas en bonne santé, puis il dit il soigne les gens. C'est exactement pareil. C'est pas possible. C'est pas parce que le médecin, il est malade et qu'il n'a pas su soigner sa maladie, qu'il n'est pas capable de te soigner. Là, on est dans le domaine politique et moi, rien ne me choque. Il ne balaye pas devant sa porte, certes, mais on est dans le domaine politique. On ne demande pas à un médecin pourquoi il souffre d'une maladie ou quoi un médecin, il soignait telle personne alors que lui aussi, il est mort de cette maladie. Ça ne veut rien dire. Ça n'enlève pas ses compétences, ça n'enlève pas sa relation avec les patients, le fait qu'il soit malade, alors qu'il est médecin lui-même. Il y a des psychologues qui accompagnent des patients, des gens. Pourtant, eux-mêmes ont des difficultés d'addiction. Il y a des agences matrimoniales également qui accompagnent des couples. Pourtant, ça ne veut strictement rien dire. Moi, dans le domaine politique, je trouve ça ne me choque pas. Voilà. Je t'ai dit, sans toutefois vraiment accepter ce que Erdogan est chez lui, mais ça ne me choque pas. C'est partout pareil. Ce n'est pas un cas qui est unique à la Turquie, c'est un cas partout en politique. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Miambalad, qui était pressé de parler, quand vous donnez le micro après. Monsieur Miambalad, en politique, Madame Yaka dit, il n'y a rien qui est choquant. On peut être un médecin, ne pas avoir, une bonne santé, mais savoir soigner et être un bon médecin. Et est-ce que la politique, c'est aussi accepter que celui qui n'est pas parfait peut avoir des bons conseils? Souvent, on dit, les bons conseillers sont les mauvais exemples, ou alors tout simplement, parfois, pour aller plus loin, pour certains, autant mieux écouter un vieux, même si c'est trempé dans la vie, mais au moins lui, il aura des bons conseils à donner aux gens parce qu'il aura appris de ce que c'est la vie. Monsieur Sotel, votre micro est coupé. Oui, excusez-moi, une fois de plus, merci. Mais c'est ça la réelle politique aussi. En politique, il y a plusieurs relations qui peuvent se créer. Et ce qui compte en politique, c'est surtout ce qu'on appelle le rapport de force. Nous sommes en géostratégie politique et militaire même. Donc la Turquie, c'est pas pris au hasard. On aurait pu prendre le Congo ou Zimbabwe. Pourquoi la Turquie? Mais parce que le rapport de force est aussi en sa faveur. C'est la plus grande armée de l'OTAN. Donc la Turquie compte, c'est pas le hasard. Après les États-Unis, dans l'OTAN, c'est la Turquie. Ça, c'est déjà un point pour la Turquie. Même si sur le plan intérieur, Erdogan est considéré comme un dictateur, il enferme les opposants, l'ancien maire d'Istanbul, ainsi de suite. Mais sur le plan international, il marque des points autrement. Il défend une bonne partie des Arabes, il défend une bonne partie, il lutte avec les Kurdes, donc plein de choses. C'est un acteur même du terrorisme. Donc, Poutine a joué sa carte dans ce sens-là, et il savait que Zelensky allait mordre à la part. Et bêtement, il a mordu, après il fait encore le geste. Non, c'est quelque chose de calculé. Je reprends, en politique, c'est aussi du long terme.
Et politique, Poutine, il joue plus sur du long terme. Il sait qu'il est gagnant dans du long terme, ce que j'appelle course de fond. Lui, il joue pas, il n'est pas dans une course de vitesse, dans Usain Bolt, non. Lui, c'est vraiment ceux qui vont loin, les 10 000 mètres, pas les 200 mètres. Donc, c'est quelque chose de difficile, mais on ne peut pas s'en passer. Les hommes, les dictateurs, parfois, ils ont de la place sur le plan international. Il faut négocier avec eux. C'est l'une des meilleures armées du monde. Si ce n'est pas la 4e ou la 5e place, donc parmi les 10, tu ne peux pas être oublié. Donc, Erdogan parle avec Trump, avec Poutine, avec Zelensky, mais Zelensky ne parle qu'avec Trump. Trump qui est son jeu, mais parfois, on le pousse. Et Macron, ça ne sert à rien. L'Europe ne fait que pousser. C'est leur tête de turc, si on peut s'exprimer ainsi. Merci. Merci beaucoup. Ce Gaïnov qui est politologue, quand on écoute, à la fin, c'est l'homme qui gagne. Hein. Peu importe qui il est, peu importe son passé, son présent, ses capacités ou son animosité envers les uns et les autres. En tout cas, si au niveau international, il a une bonne image, ben, il passe. Il y a des gens qui justement souffrent de l'image internationale de leurs dirigeants, qui ne comprennent pas ce paradoxe, de se dire mais comment on peut aimer quelqu'un qui, dans son pays, il est assis sur sa population, mais dehors, il est applaudi. Mais on est tous fiers de voir que la paix peut arriver grâce à la Turquie entre l'Ukraine et la Russie. Ouais, c'est courant, ça. On a toujours parfois des chefs d'État qui sont impopulaires chez eux, mais qui sont écoutés ailleurs ou qui sont applaudis ailleurs. Hein. On connaît pas mal d'exemples comme ça. Erdogan, c'est presque la même chose. Ce sont des présidents qui sont mal vus chez eux parce qu'ils font du mal à la population, où ils sont plus ou moins, ils exercent une force vis-à-vis des opposants. Mais à l'extérieur, quand même, ils sont applaudis parce que parfois, ils amènent aussi de bonnes idées. Hein, ça, il faut le savoir. Vous savez, en matière de politique, il y a la politique extérieure et il y a la politique intérieure. Il y en a qui savent très bien manipuler la politique extérieure, mais la politique intérieure, non. Et surtout ceux qui craignent les opposants. Donc voilà. Sur ce point-là, je n'ai pas beaucoup à dire parce que des exemples sont nombreux. Hein. On a vu les présidents africains qui sont décriés chez eux, mais ils sont bien reçus à l'extérieur. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.